manière générale, l'hémoculture est une case à cocher dans un bilan de fièvre. On affinera après. Le CBU, 95,4% ont mis le CBU. Pourquoi 6 n'ont pas mis le CBU? Ah, génial. Le CBU, il fallait le mettre. Brûlure mictionnelle, fièvre, votre premier diagnostic, c'est la pyélonéphrite. Il faut un diagnostic microbiologique, il faut un ECBU. On ne réfléchit pas plus. Échographie rénale. Alors, oui, on la fera souvent. Vous savez que dans la conférence de consensus, on recommande de la faire dans les 24 heures suivant le début de l'hospitalisation. Vous avez vu ça avec David. Vous avez été 58% à la mettre, seulement. Et puis bêta-HCG, il y a quand même 11% qui ont fait des bêta-HCG. On peut supposer qu'il y a 30 semaines d'aménorrhée, on sait que la dame est enceinte. C'était un distracteur. Donc c'est pas la peine de revérifier. La dame sent que son bébé bouge, elle a un bébé dans le ventre, elle a des signes de grossesse, c'est pas la peine de le refaire. Alors, question suivante. Donc vous avez prélevé les urines, l'aspect des urines est le suivant, comment le décrivez-vous? Question la plus basique du monde. Tu l'avais peut-être pas, celle-là? C'était laquelle? C'est la 4. Non, tu l'as pas. Donc, qu'est-ce que vous nous dites? Comment vous le trouvez? Il n'y a pas de question 4, pardon. Comment vous trouvez ces urines? Foncé. Alors, foncé, c'est pas vraiment un terme pour décrire des urines. Enfin, on va dire cliniquement parlant, c'est pas très indicatif de quoi que ce soit. On va dire qu'elles sont troubles. L'examen direct est le suivant. Commentez l'aspect. Alors, celle-là, elle doit y être par contre. Alors là, c'est sondage. Connectez-vous sur la question 5 pour répondre. Chut, chut, chut. Ah si? Oh là là. Alors, personne n'a répondu. C'est parce que vous ne voyez pas la question ou parce que ça vous désespère? On réfléchit. Ah, c'est quoi la couleur? C'est quoi la couleur? C'est plutôt... le fond. Est-ce que c'est de la même couleur que le fond? Ah. C'est bien. Oui, quand même. Oui. Je crois que ça y est. Oh, mon Dieu, non. Oh là là. Ah mais oui, j'ai pas mis bacille gram négatif, c'est de ma faute. Oui, c'est moi qui me trompe. Ok, c'est ma faute. Je l'avais corrigé là, mais... Oui. Alors, pour rectifier peut-être votre sondage, par rapport aux propositions qui vous sont faites, la deuxième, c'est présence de bacille gram plus. En fait, vous considérez que c'est présence de bacille gram neg, la deuxième proposition. D'accord? Vous avez le droit de revoter. De là, vous pouvez y aller. Revoter. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'était quoi? On arrête le sondage, ça voulait dire quoi? C'était quoi? C'est bacille ou c'est cocci? C'est pas cocci. Alors. C'est gramme plus ou c'est gramme moins? Alors, c'est quoi gramme plus? C'est violet ou rose? Violet. Alors ça, pardon, c'est rose. C'est rose foncé. C'est un joli rose, c'est un peu plus foncé que le fond, mais c'est pas ça, violet. Violet, c'est franchement, ça apparaît bleu, quoi. C'est pas, voilà. Et les bacilles, vous êtes d'accord, ce sont des bâtonnets. Il suffit d'en avoir un pour dire que ce sont des bacilles. Donc ici, vous avez une forme allongée. Ici aussi. C'est pas parce qu'il y a des chaînettes que ce sont des coques. Les bacilles aussi peuvent se mettre en chaînette. Donc une forme allongée, c'est un bacille. Dès que c'est rectangle, c'est un bacille. Donc c'était des bacilles à gram négatif. Est-ce que ça vous surprend ? Donc vous avez des urines troubles avec des bacilles à gram négatif au niveau des urines. On passe à la suite. Alors, donc pour vous, ça correspond à quoi, à ce stade? Qu'est-ce que ça vous donne comme résultat? Quel est votre diagnostic à ce stade? Une quoi? Une bactériurie, t'as dit? Bactériurie asymptomatique, tu penses? Il y a des bactéries dans les urines et l'entité, le diagnostic médical, c'est quoi? Une pyélonéphrite chez une femme enceinte avec un sepsis. D'accord.
Alors, on voulait juste que vous nous rappeliez ensemble, ou qu'on vous rappelle ensemble, les critères de positivité d'un ECBU, juste pour vérifier que les messages de l'ED sont bien passés, avant d'aller plus loin. Les messages de l'ED infection urinaire. On considère que c'est positif en culture quand il y a après plus de combien de locaux? 10 puissance 4 locaux. Et en culture, donc après cet examen direct, quand il y a plus de combien de bactéries? 10 puissance 3? Ou ça dépend quoi? Ça dépend quel germe. D'accord. Donc 10 puissance 3, si c'est quoi? E. coli ou... Il y en a deux. C'est E. coli et Staph saprophyticus. Ce sont les deux pour lesquels c'est 10-3. Chez la femme. Chez l'homme. C'est n'importe quoi. Chez l'homme, c'est quoi le seuil? 10 puissance 3 pour certains germes ou pour tous les germes? Tout le temps. Après, en dehors de coli et saprophyticus, c'est quoi le seuil chez la femme? 10 puissance 4. Donc Proteus mirabilis, c'est 10 puissance 4. Et 10 puissance 5, c'est dans deux situations. L'infection sur matériel et la bactériurie chez la femme enceinte. D'accord. Donc, de manière simple, quand on a du mal à retenir, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais, c'est 10 puissance 3 toujours, sauf 10,4 chez les non-coli saprophyticus de la femme et 10,5 chez la femme enceinte ou sur matériel. Point. Oui. Mais dans ce cas-là, ça sera 10,3. Si c'est un coli. Non, mais bactériurie chez la femme enceinte, c'est la bactériurie asymptomatique. Donc, chez la femme enceinte, il y a 3 entités. Je suis désolée, les conditions techniques de cette ED font que j'ai dû passer 2 diapos. Il y a la bactériurie asymptomatique, qui est la colonisation urinaire, sans symptômes. Il y a la cystite, symptômes d'infection de la vessie, pas de symptômes d'infection des reins, pas de fièvre, pas de douleur lombaire, moins de 38. Et après, il y a la pyélonéphrite, infection du rein, à partir de 38 avec des signes urinaires ou sans signes urinaires. Douleur de la fosse lombaire. De quel côté le plus souvent? À droite. C'est le côté qui est le plus comprimé. Oui. Non, c'est juste un branchage de téléphone. Portable. Tant pis. Ok. Ok. Donc attention aux leucocyturies, il y a des situations particulières qu'il ne faut pas que vous oubliez, en particulier chez les nouveau-nés qui ne font pas de leucocyturie et les patients neutropéniques, évidemment. Ce qu'on a mis là, mais on va passer. Voilà. On passe. Ça, vous les connaissez, je pense, les critères d'interprétation. Donc, toujours dans ce cas clinique, rappelez les 3 principaux germes impliqués dans les pyélonéphrites. Coli. Quoi d'autre? Alors, j'ai entendu saprophyticus. Non, saprophyticus est surtout impliqué dans les cystites. Saprophyticus égale cystite. Saprophyticus n'est pas capable de monter dans l'urtère pour aller au rein. D'accord? Vous nous regardez comme si c'était la première fois. Vous êtes très inquiétant là. Vous l'avez fait en ED infection urinaire. Vous êtes censé avoir lu le PILI, fait l'ED infection urinaire et vu l'ED à bord du patient fébrile. C'est donc la 4e fois que vous entendez parler de ça. Alors, coli, ensuite. C'est une cata là. Klebsiella, très bien. Et Proteus mirabilis. En gros, ce sont les 3 entérobactéries les plus fréquentes chez l'homme. Vous le saviez déjà, c'est merveilleux. Alors maintenant, quels sont les principes de votre prise en charge? Alors ici, on va surtout pas faire de sondage. On veut entendre ce que vous avez retenu des ED antérieurs. Donc c'est quoi la première chose à dire? Antibiothérapie. Hospitalisation, c'est une urgence ou pas? Oui, pourquoi c'est une urgence? Elle est enceinte et deuxièmement, il y a un sepsis, elle a 8 de tension. C'est mauvais pour elle et c'est mauvais pour son bébé. D'accord? Donc c'est une urgence, hospitalisation, ok? Ensuite, le 3e mot-clé, c'était quoi? Tu l'as dit? Antibiotique. Pas antibiogramme, tu voulais dire antibiotique. T'as raison. C'était ça qu'il fallait dire. Antibiotique. Tu veux couvrir quel germe? Les 3 qu'on vient de dire, coli, Proteus, Klebsiella. Et donc, fais-moi une proposition thérapeutique astucieuse. Alors, C3G,
Fluoroquinolone, elle est enceinte. Voilà. Tu te souviens, à bord du patient fébrile, on a dit qu'il fallait collecter des antécédents, le terrain, les allergies, les corps étrangers, les expositions antérieures aux antibiotiques, tout ça. Enceinte, ça veut dire gravité particulière et il y a des médicaments que je ne pourrais pas manier ou pas de la même manière. C'est pour ça qu'on t'a donné l'info. Tu l'entoures quand tu le lis, d'accord? Donc enceinte, fais gaffe au quinolone. Une seule tu peux donner, c'est la ciprofloxacine et c'est pas en première intention. Donc là, non. En revanche, céphalosporine de 3e génération, on adore. Aminoside, qui a des aminosides? C'est bien. Pourquoi c'est bien? Toutes les pyélonéphrites doivent avoir des aminosides? Non. Les pyélonéphrites avec sepsis doivent avoir des aminosides? Oui. Et le fait qu'elles soient enceintes, c'est une contre-indication ou pas? Non. Il faut traiter même aussi vite, voire plus vite, le sepsis. Il y a des aminosines qu'on ne peut pas donner chez la femme enceinte. Les deux qu'on peut donner, c'est la gentamicine et l'amicacine. Ces deux-là, on peut les donner. Gentamicine, amicacine. En monodose, en durée courte. Vous n'apprenez pas les posologies pour l'instant. Alors, lisons un petit peu. Ah oui, pardon, je passe sur mes diapos. Urgence, hospitalisation, vous l'avez dit. Si un sepsis ou un choc septique, ça sera plus volontiers en soins intensifs. Le traitement antibiotique, céphalosporine, amicacine. Le traitement antipyrétique, et puis la surveillance. D'accord. D'accord? À ce stade-là, on vous demande de ne pas savoir plus que ça, mais de savoir tout ça. Désormais, sans hésitation, les posologies moins. D'accord? Alors, on retourne au sondage. Quelles complications redoutez-vous d'une manière générale au cours d'une pyélonéphrite pendant la grossesse? Sondage. C'est bien, vous êtes déjà 55 à répondre et pour l'instant, vous êtes très bien inspirés. Vous faites très bien. Presque. Allez, on s'arrête dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah! Alors... Donc, il y avait 5 possibilités. Sepsis, 90% l'ont coché, vous avez eu raison. Oui. Ah ben attends, pardon, c'est à toi. Bon, pareil, non, je t'en prie. Absédation, vous n'avez été que 50%. Mais oui, on redoute aussi l'absédation comme dans n'importe quelle autre pyélonéphrite, en fait. Insuffisance rénale aiguë, si obstruction bilatérale, oui. Prématurité, oui, bien sûr. Et puis, par contre, vous avez été seulement 30% à cocher récidive. Alors que, donc ça, c'est un peu les messages essentiels de l'infection urinaire pendant la grossesse. Donc, dans les pyélonéphrites, au cours de la grossesse, 20% se compliquent de bactériémie, 20% de sepsis. C'est la première cause de sepsis pendant la grossesse. Et surtout, ça engendre 20% de récidive. Donc, il faut particulièrement surveiller les femmes qui ont fait une infection urinaire et une pyélonéphrite au cours de la grossesse. Donc, il fallait tout cocher. Comment vous surveillez? Un STBU par mois jusqu'à l'accouchement. Très bien. Et à la grossesse suivante aussi. Super. Alors, petit focus. Souvent, vous butez quand on parle d'antibiotiques et grossesse. Alors, vous allez apprendre les choses en plusieurs étapes. Vous êtes juste en 3e année. Mais il faut commencer à passer votre première couche de ripolin, antibiotiques et grossesse. C'est le moment. Donc, ça, c'est un tableau synthétique. Si vous le connaissez, vous aurez déjà appris 80% des infos. Donc, oui, toujours, les bêta-lactamines, les macrolides,
Vous savez ce que c'est les synergistines? Oui. On va peut-être vous faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'il y a comme molécules chef de file à chaque fois. Les bêta-lactamines, ça je pense que c'est OK pour tout le monde. Il y a les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénèmes, tout ça c'est bon pendant la grossesse, tout va bien. Les macrolides, c'est l'érythromycine, c'est le chef de file, l'azithromycine aussi. Donc tout ça, il n'y a pas de problème pendant la grossesse. Les lincosamides, donc apparentés, avec chef de file qui est la clindamycine, ça aussi, il n'y a pas de problème pendant la grossesse, toute la grossesse. Les synergistines, la principale molécule que vous utiliserez, c'est la piostacine. Oui, toujours pendant la grossesse. Donc macrolides et synergistines sont essentiellement des antigrammes plus, je vous rappelle, principalement. Les furanes, la molécule que vous utiliserez le plus souvent, c'est la furadentine, qui est utilisée uniquement pour traiter les infections urinaires non compliquées. Et la phosphomycine, commercialisée sous le nom de Monuril, c'est pareil, c'est utilisé principalement pour les infections urinaires non compliquées. Donc tout ça, pas de problème, toujours pendant la grossesse. Je te laisse prendre la suite, ça marche ? Alors oui, si, c'est des molécules qu'il faut utiliser avec des précautions. Le cotrimoxazole, vous savez que c'est la combinaison d'un sulfamide et de trimétoprime, antifolique, antifolinique. Vous devez le savoir, sinon il faut l'apprendre. C'est tératogène au premier trimestre. Le trimétoprime est tératogène au premier trimestre. On va retenir ça pour l'instant. La gentamicine et les amikacines, c'est les seuls aminosides que vous pouvez utiliser chez la femme enceinte, mais seulement pour une durée courte et en cas de sepsis. Les autres ont une toxicité cochléo-vestibulaire ou rénale pour le fœtus. Quinolone, c'est que la ciprofloxacine et s'il n'y a pas d'alternative, pour répondre à mon ami du deuxième rang. Et puis la vancomycine, oui, il y a un risque théorique de toxicité rénale pour le petit, donc on attend de ne pas avoir le choix. Jamais les cyclines, à cause de quoi ? Les dents, voilà, les dents et les os. Ça se chélate avec les ions calcium, ça fait les dents jaunes et les os déformés. Les dents dont on parle, c'est les dents de lait que le petit est en train de faire dans le ventre de sa mère à partir de 4 mois de grossesse. L'ossification commence à 4 mois. L'ossification des os, l'ossification des dents, enfin la calcification des dents. D'accord ? Donc tétracycline, dents jaunes à partir de l'entrée au 2e trimestre. Contre-indiqué. Attention, c'est jaune poussin, hein, c'est vraiment disgracieux. C'est pas juste un jaune pâle qu'on pourrait tolérer. Non, c'est affreux. Ça fait pas, je me lave pas les dents, quoi. C'est enregistré ? Non. Bon. Chloramphénicol, on l'utilise peu. Ça donne des syndromes qu'on appelle les Gray Baby syndrome, des neurotoxicités avec des... Bon, on n'utilise pas. Streptomycine, kanamycine, c'est des aminosides qu'on n'utilise pas. Oui. Alors, les macrolides peuvent désormais être utilisés au premier trimestre de la grossesse, en particulier les plus anciens, comme la spiramycine, que tu utilises pour les séroconversions toxo, par exemple, comme vient de t'en parler Hélène Hiera et Marie-Elisabeth Bougnou au cours précédent. N'est-ce pas ? Voilà. On a fait une connexion. Super. Alors, on passe à la question d'après. Finalement, elle guérit et dans les suites. À 36 semaines, elle présente sur un examen d'urine les résultats suivants. Colis 10 puissance 5, globules blancs 10 puissance 5. La patiente ne présente aucun symptôme. Quel est votre diagnostic ? Pour le jeune homme au fond, là-bas, avec la barbe qui est en train de se caresser la barbe. Voilà. Tout le monde est d'accord ? Colonisation urinaire. Super. Qu'on appelle aussi parfois bactériurie asymptomatique, mais aujourd'hui on préfère dire colonisation urinaire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne présente aucun signe, hein, on est d'accord, et que la définition de la colonisation, c'est à partir de 10 puissance 5 par ml. Quelle est votre conduite à tenir thérapeutique ? C'est sondage, ça ? Sondage. Sondage. Allez, encore 10 secondes. 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parfait. Let's go. Alors, traitement pour réduire le cystite. Vous avez été 50% à répondre. En réalité, la cystite, on s'en cogne. Une cystite, ça fait mal. On la traitera tout de suite. Ça n'aura pas le temps de développer une pyélonéphrite, généralement. Traitement pour réduire le risque de pyélonéphrite? Oui. La pyélonéphrite, c'est grave pour le bébé. Ça induit de la prématurité. Ça induit du sepsis maternel. Donc, traitement pour réduire le risque de pyélonéphrite, traitement pour réduire le risque de prématurité. Et la dernière, c'était abstention. Du coup, non, pas abstention, logiquement. Et probiotiques, non plus. Probiotiques de quoi, d'ailleurs? Probiotiques vaginaux, c'est pas la source. Probiotiques à avaler, c'est pas le problème. C'était un distracteur idiot. Donc, la bactérie asymptomatique, c'est au moins 40% de pyélo dans les 3 semaines. C'est pour ça qu'on fait un ECBU par mois. Vous comprenez la fréquence? Et le traitement antibiotique réduit l'incidence des pyélos. Ça marche. Donc, c'est quoi les 2 indications du traitement antibiotique des bactériuries asymptomatiques? Femme enceinte, virgule, t'as d'immunodépression. Bon, d'accord, chez la leucémie aiguë myéloblastique en induction, mais la 3e situation fréquente, ça sera quoi? Avant un geste urologique, très bien. Parfait. Alors, on a fini. On va juste réinsister sur les mots-clés. Femme enceinte, la pyélonéphrite est grave, elle se diagnostique pareil. On fait un traitement en urgence. C'est les céphalosporines de 3e génération en premier, les aminosides susceptiques et que-aminosides ou gentamicine. Et après, c'est un ECBU par mois jusqu'à l'accouchement pour traiter rapidement la bactériurie asymptomatique. Tout le monde est d'accord? C'est une maladie fréquente et importante. Fréquente et importante. Une femme de 30 ans, donc première grossesse, enceinte de 28 semaines, consulte pour fièvre à 39. Quelles sont les causes de fièvre les plus importantes à diagnostiquer en urgence chez une femme enceinte? Sondage? Sondage. Il est ouvert. Sondage ouvert. Allez, on s'arrête. Alors, vous avez répondu à 100% la pyélo, c'est bien. 0% la cystite, très bien. Il n'y a pas de fièvre dans les cystites. Après, vous avez 90% sepsis, oui, de manière générale. À peu près 90% méningite bactérienne, ouais. Et seulement 60% ont répondu chorio. Est-ce que la chorio donne de la fièvre? Oui. Est-ce que c'est grave? Bah oui. Oui, puisque c'est une infection du liquide amniotique et donc du bébé, et donc potentiellement une mort fœtale in utero, une prématurité, etc., etc. Donc les bonnes réponses, c'était les 4 premières. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas coché méningite? C'est très important, vous êtes d'accord? C'est juste que vous trouviez qu'il n'y avait pas assez d'éléments là pour la cocher, et vous pensiez que c'était dans le cas de cette patiente et pas dans le cas général. C'est un problème de formulation de l'enseignant. Ok, d'accord. Non, c'est vrai, c'est audible. Alors, vous voyez, là, on a repris le bilan étiologique. Et j'aimerais que vous reposiez les questions sur
qu'est-ce qu'il faut chercher? Quelle cause il faut chercher? Quelle question il faut poser chez cette patiente? Dans tout ce bloumi-boulga de questions qu'on a vu dans le dé d'abord du patient fébrile, lesquelles sont intéressantes à poser rapidement chez votre femme enceinte? Voyage, très bien. Une autre? Vaccin, super. Quoi d'autre? Comptage, magnifique. Très bien. On entoure. Et on n'oublie pas les sérologies antérieures, d'accord? Les sérologies de début de grossesse. Non, tu secoues la tête d'un air triste. Miss Omac. D'accord. Très bien. Bon, alors, le bilan est compliqué. Cette diapo va être donnée à la Ronéo. Donc, on va passer vite. Où est le jeune homme de la Ronéo qui doit envoyer un mail tout à l'heure? Et la jeune femme de la Ronéo? Ah, c'est toi aussi. Donc, on vous les donne tout à l'heure pour que vous les ayez. C'est plutôt la checklist qu'il faut avoir dans la poche. Et ça reprend ce que vous avez dit. Vaccination, lesquelles? Comptage, lesquelles? Sérologie antérieure, lesquelles? Donc, on va passer vite sur ce bilan. Et donc, finalement, il n'y a pas de point d'appel clinique. Il n'y a pas de comptage, pas de vaccin, pas de voyage. Enfin, à jour de ces vaccins, il n'y a pas de voyage. À l'examen clinique, vous avez fait une bornette urinaire, un ECBU qui sont négatifs au direct. Il y a un prélèvement vaginal qui venait d'être fait par une heureuse chance et qui était négatif la veille. On a prélevé une hémoculture. Bon. L'hémodynamique est stable. Bon. Elle a 39, et puis finalement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une situation que vous devez maîtriser. C'est une femme enceinte sur laquelle on n'a rien à se mettre sous la dent. Nous sommes infectiologues. Qu'est-ce qu'on fait? On met des antibiotiques, on n'en met pas. On la laisse rentrer, on la garde. On la garde. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais des antibiotiques ou pas? Qu'est-ce qui nous fait peur, là? La fièvre, d'accord. Et il y a une maladie qui est embêtante et qui donne de la fièvre et pas grand-chose d'autre, quelquefois? Alors, la grippe... C'est vrai que la grippe... Et chez la femme enceinte, en particulier? T'as dit quoi? Le chat? Le chat. Pas compris. Non, alors la grippe, généralement, il y a un tableau au moins ORL. On a un peu le nez qui coule, n'est-ce pas? On tousse un peu. La grippe, vous savez, dans la présentation, c'est la différence entre une présentation très fonctionnelle et les gens ont beaucoup de plaintes. Ils toussent, ils mouchent, ils se sentent crevés, ça va pas bien. Et puis quand le médecin ouvre la gorge, c'est un peu rose dans le pharynx. Écoute les poumons, il n'y a pas grand-chose. Et c'est un peu cette divergence, dichotomie entre des grosses plaintes et puis un examen relativement rassurant qui est assez évocateur de la grippe en période d'épidémie grippale. Puis un comptage souvent. Bon, mais là, c'est pas ça. Elle a rien. On est au mois de juillet. Elle a 39. Quelle est la maladie redoutable pour la femme enceinte qui donne une fièvre? Bravo! Yes! Et comme vous considérez ça, qu'est-ce que vous mettez dans l'hypothèse d'une listériose? Amoxicilline. Oui! Donc, une fièvre nue chez une femme enceinte, on doit faire tomber les grands... On fait tomber les grands diagnostics, la pyélo, la chorio ascendante avec du pu. On fait tomber le sepsis, quelle que soit la cause, palus si elle revient de voyage. Et on arrive à la listériose. Et donc, une fois qu'on a fait tout ce bilan, il est recommandé de commencer de l'amoxicilline probabiliste, hors allergie. Et finalement, c'est une des très rares situations où les infectiologues mettent des antibiotiques sans rien avoir à se mettre sous la dent. C'est à peu près ça. Alors, 10 heures plus tard, vous recevez un appel de la bactério car l'hémoculture est positive avec cet aspect. Alors là, vous allez commenter directement, d'accord? Vous ne répondez pas au sondage. Vous en pensez quoi? Oui, c'est gram positif. C'est bien violet, contrairement à ce que vous aviez avant. Et c'est des bacilles ou des coques? C'est des bacilles qui sont tout petits. Enfin, plus petits que ceux que vous avez vus auparavant. Et donc, ce sont des petits bacilles à gram positif qui ont un aspect assez caractéristique de corynébactérie. Et dans ce contexte-là, le bacille gram plus évocateur de corynébactérie, c'est la listeria chez la femme enceinte, avec des aspects en palissade, en alphabet chinois, etc. Donc, en gros, la bactério vous dit qu'elle a un diagnostic présomptif de listeria.
Le diagnostic du coup de la listériose materno-néonatale va se faire en isolant la bactérie, puisque c'est une bactérie qui pousse bien. Des hémocultures mères nouveau-nés si ça aboutit à une naissance prématurée ou non d'ailleurs. Si c'est après l'accouchement, le diagnostic il peut se faire aussi sur le placenta. Il faut absolument envoyer le placenta en bactériaux, puisqu'il va y avoir infection placentaire. La bactérie traverse par voie hématogène la barrière fœto-placentaire. C'est ça la voie de contamination du nouveau-né. Donc ça contamine secondairement le liquide amniotique, qu'il va falloir prélever aussi, que vous pouvez prélever. Et puis, s'il y a une listériose maternelle avec une suspicion de listériose néonatale, il faut prélever le LCR chez le nouveau-né, puisque ça peut donner des méningites néonatales. Donc rapidement, pour refaire le point sur Listeria monocytogenes, donc c'est la seule listeria pathogène pour l'homme. C'est un bacille gram positif qui est bêta-hémolytique, donc qui lise le sang sur les géloses au sang, qui pousse à 4 degrés. Et c'est ce qui fait tout le danger, c'est que ça peut pousser dans un réfrigérateur, dans les aliments conservés au réfrigérateur. Et ça n'altère pas le goût des aliments. Donc il faut faire bien attention à ce qu'on conserve dans notre frigo et à ce que les femmes enceintes mangent. Et j'attire votre attention aussi sur le fait que quand une hémoculture est positive avec ces bacilles à gram positifs, que vous avez une femme enceinte, que vous suspectez une listériose, vous êtes en mesure de demander au labo de vous faire un diagnostic présomptif rapide pour pouvoir distinguer l'Listeria d'une autre corinée, parce qu'elle a 2 caractéristiques très spéciales. Elle est esculine positive en 2 heures. Donc ce sont des géloses qu'on ensemence, et quand c'est Listeria, ça vire au noir très rapidement. Et l'autre caractéristique de Listeria, c'est qu'elle est mobile à 25 degrés, donc à température ambiante, et immobile à 37. Peu importe, ça je ne vous demande pas de le retenir. Ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez et devez demander un diagnostic rapide au labo, dès que l'hémox positive, si vous suspectez une Listeria. Et n'importe quel labo peut faire ce genre de test. Ok. Alors, on voulait, sur 2 diapos, vous faire un rappel sur la listériose, parce que c'est une maladie que vous voyez dans plusieurs endroits, et on voudrait que vous ayez une vision un peu globale. C'est une bactérie donc, qui est présente dans l'environnement, qui donne des avortements au bétail, des maladies neurologiques aux moutons, et qu'on ingère dans l'alimentation avec 3 sources: les produits du lait cru, les charcuteries, qui sont contaminés par contact avec l'animal, ou source animale, et les produits traiteurs qui sont contaminés par contiguïté. C'est votre salade de choux qui est restée à côté de saucisson artisanal chez votre traiteur. Bon. Cette listériose, c'est 4 maladies en une. La listeria est ingérée qu'un aliment. Si vous êtes jeune et immunocompétent et que vous mangez un aliment massivement contaminé, vous aurez une gastroentérite aiguë fébrile, et vous la prenez dans les tiacs, qui va guérir spontanément. Incubation courte, moins de 24 heures, guérison spontanée en 2-3 jours. Ça, ce n'est pas une forme invasive, c'est une TIAC, une toxi-infection alimentaire, individuelle ou collective. En ce moment, en Afrique du Sud, il y a une énorme épidémie de listériose. On ne connaît pas la source. Il y a des cas gastro-entérologiques comme ça, puis il y a des formes différentes dont je vais vous parler. Deuxièmement, chez certains terrains, la bactérie passe dans le sang. Elle passe dans le sang, elle donne une bactériémie. À partir du sang, elle peut traverser la barrière hémato-encéphalique et donner une neurolistériose qui est une méningo-encéphalite. Vous l'avez appris dans les causes de méningite à liquide clair. 2e maladie. À partir du sang, elle peut aller sur le placenta et faire une placentite hématogène et une chorioamniotite hématogène. Ça vient du sang, ça va dans le placenta, ça infecte le bébé, puis les membranes et le liquide. C'est une chorioamniotite hématogène qui vient du sang. C'est la listériose. 3e maladie. D'accord ? Donc une bactérie, la gastroentérite, la septicémie, 2e, neurolistériose, 3e que vous avez vu, et disons 4e, en fait, la femme enceinte. Oui. Non, la question était, est-ce que les enfants sont plus touchés par l'hystéria que les adultes? Le terrain de la listériose, c'est d'avoir soit un placenta, femme enceinte, soit d'être âgé avec des comorbidités. Des comorbidités immunosuppressives, un âge extrême de l'immunosénescence, en fait. Le nouveau-né qui a une listériose, c'est qu'il l'a acquis par sa mère.
soit en passant la filière génitale, soit surtout de manière anténatale, au moment où la maman était bactériémique. D'accord ? C'est des infections materno-fétales, de la mère au fœtus, puis au nouveau-né, puisque le fœtus naît. Et c'est en ce sens-là que l'enfant est fragile. Parce qu'il est fœtus dans le ventre de sa mère. D'accord ? Donc ça, c'est les cas de forme. Et donc, si on va un peu plus loin dans l'infection materno-fétale à l'hystéria, qu'est-ce que ça peut donner la listériose chez la femme enceinte ? Vous savez déjà que c'est une infection materno-fétale, donc ça va de la mère au fœtus, mais ça donne quoi en pratique ? Sondage. Allez, on accélère pour tenir le timing. Vous êtes 70, c'est bien. On fait 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, mort fétale in utero, 93% ont dit oui, ils avaient raison. Yes. Prématurité, 90% ont dit oui, ils avaient raison. Ouais. Aucun, c'est une infection bénigne. Personne n'a coché ça. Vous aviez raison. Tératogénicité. Ah. Alors, Asma me faisait un aparté, comme d'habitude, bien correct. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, tératogène ? Ça veut dire que ça donne des maladies ou ça veut dire que ça donne autre chose ? Des malformations, ça déforme, d'accord ? Ça induit un trouble de la croissance ou de la formation fonctionnelle, structurale, d'un organe. Ça, c'est la tératogénicité. L'hystéria est beaucoup de choses atroces, mais ça n'est pas une bactérie tératogène. Ah. Très peu. On va en voir une juste après. Très peu de bactéries. Comme dit Asma, très peu de bactéries sont tératogènes. Contrairement à des virus ou à des parasites. Ok, infection materno-fétale, ben oui, on l'a très bien, tout le monde a écouté, c'est bien ça. On est d'accord. Alors, donc l'infection materno-fétale à l'hystéria, qu'on dit aussi materno-néonatale, parce que ça touche la mère, le fœtus, le nouveau-né, c'est rare. Combien il y a de naissances en France ? Merci 800 000. Tu es être obstétricienne ou quoi, toi ? C'est très bien. 800 000 naissances, donc 600 000 grossesses, 30 listérioses. Chut. Donc c'est très rare. Alors pourquoi on en parle sur un cas clinique pour une maladie dont il y a 30 exemplaires par an en France ? Parce que c'est très grave. Il n'y a que 5% des mères qui font une listériose dont la grossesse va se continuer sans embûche. Et 80% d'entre elles vont avoir une complication grave. Perte fétale, grande prématurité, enfant infecté qui va être pris en charge et hospitalisé avec des antibiotiques pendant 3 semaines. 80% auront une de ces 3 complications. 80%. Donc c'est une maladie dramatique. Et le dernier mot-clé, c'est que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Le diagnostic, c'est la culture, du sang, du placenta, et de tout prélèvement qui pousserait à l'hystéria, c'est une listériose jusqu'à preuve du contraire. Si on trouve une listériose chez une mère, un fœtus ou un nouveau-né, c'est une listériose. D'accord ? Et alors, une question que vous devez connaître, parce que vous avez fait les infections neuro maintenant, je crois. Ah, alors je dis n'importe quoi. Allez, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est actif sur l'hystéria ? Sondage.
Allez, on va clôturer le sondage. Donc, le grand message, et ça, il faut que vous le reteniez absolument, 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 les céphalosporines ne marchent pas sur l'hystéria. Jamais. C'est pour ça qu'on met de l'amoxicilline devant une fièvre nue, chez une femme enceinte. Et c'est pour ça que les infections néonatales sont souvent couvertes par à la fois C3G et amoxicilline, si on suspecte une hystériose. La bêta-lactamine sur l'hystéria, c'est l'amoxicilline. C'est comme l'entérocoque, c'est un problème d'affinité de la cible, la PLP. Donc la PLP de l'hystéria. Dites donc, ceux qui arrivent en dernière minute, tout mignon, hein. Silence. Sinon, je vais t'interroger, mon ami du dernier rang, avec le téléphone jaune. Donc, c'est un problème d'affinité de la PLP de l'hystéria pour l'antibiotique. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'affinité pour les céphalosporines. C'est pareil que l'entérocoque. Entérocoque et l'hystéria, les deux trous à connaître pour vous, forever, ever, pour les bêta-lactamines, pour les céphalosporines. Et après Bactrim, cotrimoxazole et le traitement de deuxième intention. Vancomycine, ça peut marcher, mais enfin, c'est moins efficace. Mais là, vous avez listé les 3 antibiotiques qu'on doit mettre dans une hystériose. Alors, ça, c'était pour vous dire que le message, c'est que la combinaison amoxicilline-Janta est synergique et bactéricide, et le traitement, il s'articule autour de ça. Amoxicilline-Janta. Alors, on va finir. Pour pas perdre de temps, cette fois-ci, on ne va pas faire le sondage. Vous allez répondre. On va faire un vote vocal. Vous dites oui ou non. Alors, est-ce que si je suis enceinte, j'ai le droit de manger de la charlotte au chocolat? Oui. À condition de mettre de la crème pasteurisée, on est d'accord. Du chaours au lait cru. Du pâté de tête artisanal. Très bien. Une salade de choux traiteur non recuite. Non. Ou alors il faut la cuire, mais c'est plus une salade de choux. Du lait fermenté. Du lait fermenté, il faut des levures qui sont vivantes, qui fermentent. Donc si les levures sont vivantes, c'est que ça n'a pas été pasteurisé. Donc le lait fermenté, la réponse est non. Très bien. Pas de lait fermenté pendant la grossesse. Donc je vous remets les règles. Pas de lait cru, pas de pâte molle, pas de croûte, pas de charcuterie. Et on recuit jusqu'à ébullition, ce qui aurait pu être contaminé à côté de ça. D'accord ? Allez, next. Cas clinique numéro 3. Une femme enceinte, 30 ans, première grossesse, asymptomatique. Vous consulte pour la découverte sur un bilan sérologique de début de grossesse des anomalies suivantes. TPHA 3120 unités, VDRL 612 unités. Quel diagnostic évoquez-vous? On a le quiz, ça y est, je viens de l'ouvrir. C'était pas un... Ça, c'était réponse, je crois. Oui, oui. Ça, c'est pas sur le Moodle. Quel diagnostic? Quel diagnostic évoquez-vous? Vous n'avez pas eu les IST? Merde. Bon, alors, excusez-nous. Les années précédentes, on arrivait après les IST. En fait, tous les ans, depuis 10 ans, on arrive après les IST. Alors, TPHA, VDRL, ce sont les deux tests de diagnostic de la syphilis. Et 3120, 612 unités, ce sont des titres très élevés. Bon, alors... Est-ce qu'on va faire ce cas? Non, on va passer ce cas. Alors, on va passer ce cas. On va passer ce cas parce que vous n'avez pas fait la syphilis. On va le laisser pour la Renéo, pour que vous puissiez le lire. On préviendra les organisateurs du module qu'il faut nous remettre à la fin. Et si on a le temps dans les 20 minutes après, on va vous faire une synthèse orale de ce que vous devez savoir sur la syphilis d'une part, en première approche, et sur la syphilis et grossesse d'autre part. D'accord? Je vous propose qu'on fasse comme ça. Et vous n'allez pas perdre des informations. C'est n'importe quoi. Après, tu t'étonnes. Alors, le cas clinique numéro 4 n'a pas de sondage. Donc, vous pouvez fermer votre truc. Le cas clinique numéro 4 n'a pas de sondage. Donc, vous allez écouter. Oh oui, vous êtes triste. Je suis désolée. On essaiera de refaire après. Alors,
Le cas clinique numéro 4, c'est une femme de 39 ans. C'est sa 3e grossesse. Elle accouche à terme, dans un contexte un peu rock'n'roll, puisque vous voyez qu'elle a de la fièvre. Et le liquide amniotique est ce qu'on appelle méconial. Ça veut dire quoi, méconial? Il est teinté de méconium. Et c'est quoi le méconium? C'est les premières selles du bébé. Et donc, quand il les lâche in utero, ça veut dire qu'il est en grande souffrance fœtale. Donc, le liquide qu'on appelle méconial, donc brun, marronasse, verdâtre, signifie qu'il y a une souffrance fœtale aiguë. La première cause à ça, c'est le sepsis. La deuxième cause à ça, c'est l'hypoxie. Dans un contexte de fièvre maternelle, on va commencer par évoquer une infection, sepsis, donc infection materno-fœtale. Alors, normalement, vous saviez que c'était un ED, infection materno-fœtale, et donc vous avez révisé les germes des infections materno-fœtales, puisque c'est un ED. Donc, dites-nous lesquels vous connaissez. Très bien, strepto B. Donc strepto B, oui. Première cause d'infection néonatale. Deuxième? C'est notre grand ami Escherichia coli. Donc deux bactéries responsables d'infections néonatales de 95% des infections néonatales. C'est strepto B en 1 et Escherichia coli en 2. Et le troisième, on en a parlé. Ben voilà. Le troisième, c'est l'hystéria. Donc là, en fait, c'était dans un contexte de chorioamniotite. Et dans les chorioamniotites, on retrouve à peu près 50% de strepto B, 30% d'Escherichia coli et un espèce de 30-40% de tout un tas d'autres choses, principalement d'autres entérobactéries. Ce qu'on appelle donc les complications de la chorio, c'est comme d'habitude mort fœtale in utero, accouchement prématuré, infection néonatale. Bon, jusque-là, la physiopathie, elle est simple. Et ce qu'on appelle l'infection materno-néonatale, en fait, c'est une infection néonatale précoce ou in utero. Donc précoce, ça veut dire moins de 3 jours de vie. Ça se déclenche dans les 3 jours qui suivent la naissance, sauf pour strepto B où on considère que c'est jusqu'à 7 jours. C'est 0,3 pour 1000 naissances vivantes. Donc en gros, en France, c'est à peu près 300 à 500 cas par an. C'est 10 fois plus que les listérioses néonatales. Et les bactéries, on les a vues. Combien parmi vous ont révisé la chorioamniotite avant de venir? Vous ne l'avez pas fait? Oui, mais vous avez le titre de l'ED, donc le principe, c'est que vous le lisez un petit peu avant. Bon. Alors, on va partir un peu plus bas. La chorioamniotite, c'est l'infection du liquide amniotique et des membranes par une bactérie. Donc pendant la grossesse. Ah oui, peut-être on va faire ça. On va aller directement à la physiopathie. Il y a 2 mécanismes. Soit les bactéries viennent du sang, c'est la chorioamniotite hématogène, l'exemple c'est l'hystéria. Soit les bactéries viennent de votre vagin, du vagin, et remontent, et traversent les membranes, qu'elles rompent ou pas. Et ça se appelle une chorioamniotite ascendante. Ce qu'il y a dans un vagin, c'est un strepto B, un colibacille. Au départ, ils viennent des selles. Ils vont dans le vagin parce que c'est pas loin, et ils remontent. Chorioamniotite ascendante. Cette chorioamniotite, vous comprenez, c'est des germes dans un sac rempli de flotte à 37 degrés. Ce sont des germes dans un bouillon de culture autour d'un bébé à 37 degrés. C'est une infection extrêmement sévère pendant la grossesse. Le bébé est infecté, soit il est extrait en urgence et en fait l'accouchement se déclenche en urgence, soit le bébé meurt. C'est une infection extrêmement grave que vous devez donc connaître parfaitement. D'accord? Ça prend quel signe? La maman a de la fièvre. C'est l'équivalent d'un abcès dans son ventre. Ce liquide, c'est un sac fermé, normalement, dans lequel il y a des bactéries, et je vous rappelle que c'est censé être protégé de l'extérieur. C'est comme un abcès autour du bébé. La maman a de la fièvre. Elle a mal au ventre. Elle contracte. Pour les infections impliquant strepto B et coli, il y a du liquide qui coule. Du liquide amniotique infecté, purulent. Et l'accouchement se déclenche. C'est un orage. Ça va très vite. Le risque, c'est qu'elle perde son bébé. Le deuxième risque,
c'est qu'elle développe un tableau de sepsis à partir de cette infection. Dès lors que le bébé est sorti, le liquide est drainé, évacué, la maman va guérir. L'enjeu pour la maman, c'est avant, mais l'enjeu de la choriomyotite, c'est le fœtus, c'est sauver le fœtus. Si la choriomyotite survient avant que le bébé ne soit viable en sortant du ventre, avant 24-25 semaines d'aménorrhée, c'est game over. C'est la fin de la grossesse. Vous comprenez l'enjeu de cette infection? C'est une urgence. C'est pour ça qu'il faut l'évoquer toujours. C'est pour ça qu'on l'a mis au début comme étant une des causes majeures de fièvre à identifier. Il y a ce qui tue la mère, il y a ce qui tue le bébé. Ce qui tue la mère, c'est le sepsis, la pyélo parce que risque de sepsis, la méningite pour la même raison, puis on a mis la chorio. Vous comprenez? Chorioamniotite aiguë. Vous comprenez la maladie dont on parle? Voilà. Donc maintenant, on peut regarder les diapos dans l'ordre, mais les diapos étaient censés être un rappel, donc on voulait insister sur ces points clés. Tu veux... On va aller rapidement sur ces tableaux que vous pourrez regarder tranquillement après. C'est juste une synthèse sur les bactéries les plus fréquemment et les moins fréquemment responsables de chorioamniotite et d'infections néonatales. Donc, comme on le disait, c'est le streptocoque du groupe B, la première cause, coccigramme plus en chaînette. On peut en trouver d'autres, mais c'est moins fréquent. On peut trouver du pneumocoque, c'est plus rare, mais c'est beaucoup plus grave, parce que c'est une bactérie qui est plus virulente et plus pathogène que le streptocoque du groupe B. Donc, dans les bacilles à Gram positifs, Listeria monocytogenes, dont la voie principale de contamination, comme on l'a vu, est hématogène, contrairement au strepto B, pour lequel la voie de contamination le plus fréquemment, c'est une voie ascendante, soit par rupture, soit par traversée de membrane intacte, soit après rupture des membranes. Mais en tout cas, c'est une voie ascendante à partir du vagin. Dans les bacilles à Gram négatifs, donc la deuxième bactérie responsable par ordre de fréquence, c'est Escherichia coli, ou le colibacille. D'autres entérobactéries peuvent intervenir, et après, tout le reste est beaucoup plus anecdotique. Mais globalement, donc on va revenir en fait au mode de contamination. Donc la contamination hématogène, elle est rare. C'est Listeria monocytogenes, c'est Treponema pallidum, l'agent de la syphilis, rare mais en recrudescence. Et beaucoup plus rarement, ça peut être aussi Escherichia coli à la faveur d'une bactériémie maternelle. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. La contamination basse, qui fait le gros des infections néonatales, c'est donc soit traversée de membranes intactes, soit après rupture des membranes, pendant que l'accouchement se déclenche, soit simplement au passage de la filière génitale. D'accord? Sans chorioamniotite. Le nouveau-né traverse le vagin, et en traversant le vagin, il va ingérer, inhaler les liquides contaminés, enfin les strepto B ou les Escherichia coli qui seront dans le vagin de la maman. Et donc là, c'est strepto B coli. C'est clair pour la physiopathe? On y va. Je voudrais insister sur un truc que souvent vous avez du mal à comprendre, c'est le lien entre chorioamniotite et infection materno-fœtale. Les chorioamniotites, c'est l'infection in utero. Elle se complique le plus souvent d'infection materno-fœtale précoce. Le bébé qui naît est infecté. Mais c'est une continuité. Le diagnostic de chorioamniotite, il est fait in utero. Le diagnostic d'infection materno-fœtale, il est fait chez le nouveau-né à la naissance. Vous comprenez? L'un, c'est l'entité sur la mère, chorioamniotite. L'autre, c'est l'entité sur l'enfant, c'est l'infection materno-fœtale. Qu'on classe en précoce, la conséquence d'une chorioamniotite généralement, ou tardive, comme vous l'a dit Asma. Et là, la maman n'avait pas de chorioamniotite. C'est juste le bébé qui a gobé, léché, sniffé la bactérie qui était là de passage. D'accord? Et qui ne rendait pas la maman malade. Donc vous comprenez bien le lien entre chorioamniotite et infection materno-fœtale et la dichotomie entre l'infection materno-fœtale précoce et tardive que vous a expliqué Asma. Ça, c'est des concepts majeurs. En D1, vous devez construire la structure, donc comprendre ces concepts. C'est ce qu'on attend de vous. Après, on va broder sur toutes les finesses diagnostiques. Mais vous devez construire cette structure très clairement dans votre tête. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que c'était? Les examens à visée diagnostique que vous pratiquez. Alors, soyons logiques. Vous ne connaissiez pas la chorioamniotite il y a 2 minutes, mais on va quand même y arriver, parce qu'on est des infectiologues solides. Alors, elle a de la fièvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Hémoculture. OK. Ensuite, où c'est censé se passer cette histoire? Donc, vous faites quel genre de prélèvement?
Alors, une amniosynthèse, c'est hyper intelligent. En fait, parfois, il y a des chorioamniotites qui sont moins florides et moins évidentes que ça. Et effectivement, les obstétriciens ont recours parfois à des amniosynthèses devant des bilans de fièvre maternelle pour voir s'il n'y a pas des signes de chorioamniotite à minima. C'est très intelligent. Bravo. Néanmoins, dans ce contexte d'urgence, on va rester sur, on doit évoquer aussi d'autres moyens diagnostiques plus immédiats. Il n'y a plus de liquide, elle a rompu, comme dit Asma. Soyons pragmatiques. Mais c'était très intelligent. Le placenta, super. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le placenta, vous savez? Bactério, anapathe. Ça fait quelle taille un placenta? Tu sais à quoi ça ressemble? Ouais, c'est ça, c'est une grosse galette d'1 kilo, pleine de sang, comme ça, avec des cotylédons. Donc déjà, on le regarde, on peut voir des abcès dessus, des micro-abcès. Après, on peut faire une apposition. Ah, pardon, c'est le territoire d'Asma, ça. On peut faire une apposition. On prend un cotylédon, on le tempouille sur une lame, on retire, on envoie la lame au bactérios, entre lame et lamelle, et la bactério va vous dire « Oh, c'est truffé de BGN et de polyNN altérés, de polynucléaires altérés. » Ah, ça sent le colis, ça. Ou alors, c'est des magnifiques bacilles gram-positifs. C'est quoi, bacilles gram-positifs sur un placenta? Une listerio jusqu'à preuve du contraire. D'accord, super. OK. Donc, alors, pour la maman, c'est bon. On a des émocs, on a un placenta, on a du liquide amniotique. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre de très basique? Qu'est-ce qu'on peut prélever avec un écouvillon? Un prélèvement vaginal. Vendy. Parfait, 30% de chance qu'il soit positif. Comment ça se fait que toi, tu saches tout? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avant? Non, tu as bien préparé ton cours, c'est ça? T'es très bien. Bon, c'est bien. Et puis après, sur le nouveau-né. Et chez le bébé. Voilà. Ça, c'était le diagnostic au moment de l'accouchement, jusqu'à l'accouchement, n'est-ce pas? La mère, les hémocultures, le prélèvement, le liquide qui coule, à l'accouchement, le placenta. Après arrive le bébé. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le bébé? Il a de la fièvre. Il n'est pas bien. Vous allez lui faire quoi? Une hémoculture. Bon. Après, ces infections materno-fétales chez le bébé peuvent prendre la forme 1. D'une bactériémie, 2. d'une méningite, 3. d'une infection pulmonaire, 4. tout ça ensemble. Je répète. 1. une bactériémie, 2. une infection neurologique, une méningite, 3. une pneumopathie, 4. tout ça ensemble. D'accord? Ou un mélange. Donc, vous allez prélever. Si vous l'intubez, de l'aspiration bronchique, une ponction lombaire dès qu'il est stabilisé, une hémoculture toujours, tout ça ensemble. D'accord? Vous comprenez pourquoi? Alors, chez le nouveau-né, en gros, 20% des bactériémies aboutissent à une méningite. Donc c'est très très fréquent et c'est pour ça qu'on recommande un LCR dès que le nouveau-né est stabilisé. Et la méningite ne ressemble pas à grand-chose chez un bébé. Vous imaginez un petit nouveau-né, 3 kilos, il n'est pas capable de vous dire « j'ai mal à la tête et je suis photophobe ». Donc tout ce qu'il va faire, ce bébé, c'est être tout flasque, geignard. Il ne va pas vouloir téter. Ça, c'est la compréhension qu'on a qu'il ne va pas bien, qu'il a mal. Après, pour comprendre qu'il a un sepsis, il va avoir le teint gris, un temps de recoloration allongé, il va être très tachycarde, il peut être marbré. Pour sa détresse respiratoire, il va tirer, il va être polypnéique, il va être bleu. Donc vous voyez, tout ça n'est pas spécifique. Et l'atteinte méningée, encore une fois, il ne va pas dire j'ai une photophobie et une raideur de nuque. Donc tout le monde va faire une ponction lombaire dès qu'il sera stabilisé. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Ok, super. Next. Vous découvrez que le prélèvement vaginal réalisé à 37 semaines d'aménorrhée était positif à streptocoque B. Quelle aurait dû être la prise en charge à l'accouchement? Est-ce que c'est normal d'avoir eu un prélèvement vaginal à 37 semaines d'aménorrhée? Vous savez pas? Donc, on doit pratiquer un prélèvement vaginal entre 34 et 38 semaines d'aménorrhée à toutes les femmes enceintes, donc, pour rechercher spécifiquement le streptocoque du groupe B. Et ça sert à quoi? Ça sert à prévenir les infections néonatales à streptocoque du groupe B. Les mamans positives reçoivent un traitement antibioprophylactique. À base de quoi?
Amoxicilline. Pourquoi le jeune homme qui est arrivé au fond et qui avait le tout au fond, qui est près du rétroprojecteur, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi il faut dépister le strepto B à ce moment-là? Si la femme est porteuse de strepto B, qu'est-ce qui risque de se passer? T'en sais rien? Vas-y, lance-toi. Vas-y, tente, c'est bien. Pourquoi? Pour protéger l'enfant, t'as dit, c'est ça? Oui, tu veux le protéger de quel risque? Exactement ce qu'on a dit. Voilà, l'infection, mais c'est vrai. L'infection materno-fétale. On l'applaudit bien fort. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais t'as compris, t'as raison, t'as tout à fait compris. Parce que le portage d'un streptocoque B si près du terme est un facteur de risque démontré d'infection materno-fétale. Le traitement antibiotique de ce portage de streptocoque B, à ce moment précis, à l'accouchement, pas avant, ça pourrait revenir, pas après, on s'en fout. À ce moment précis où le bébé va sortir, ça réduit, et normalement ça annule, si le traitement est bien fait, le risque d'acquisition d'une infection materno-fétale précoce. À strepto B. À strepto B. Voilà pourquoi il faut dépister le strepto B autour du terme pour traiter par une antibiothérapie préventive la maman pendant l'accouchement de manière à détruire son strepto B avant que le bébé ne sorte. Pas trop tôt, sinon il revient. Donc pas faire le prélèvement trop tôt, ni traiter trop tôt. Et pas après l'accouchement parce qu'on s'en fiche. 20% des vagins féminins sont porteurs de strepto B. 20% d'entre nous toutes. On s'en fiche. C'est normal. Sauf que pendant l'accouchement, c'est moins bien. D'accord? Vous avez compris ça? C'est très important. Non, c'est pas grave. En gros, essayez de retenir, voilà, le risque qu'un nouveau-né fasse une infection néonatale si sa mère est porteuse et qu'elle n'a pas reçu d'antiboprophylaxie, c'est 2%. Donc aujourd'hui, il y a 300 cas par an en France, mais il y a 10 ans, avant ces recos, c'était quasiment 5 à 10 fois plus. D'où l'intérêt de cette prévention. Voilà. Donc le prélèvement, il doit être fait entre 34 et 38 semaines. Avant, ça ne sert à rien parce qu'il y a des femmes qui vont se négativer ou se positiver. Parce que la colonisation est intermittente pour certaines femmes. Donc il faut le faire le plus proche possible du terme. Voilà. Sauf en cas de menace d'accouchement prématuré, de grossesse pathologique, etc. etc. Alors, les recommandations pour la prophylaxie en fait, de l'infection néonatale, c'est pas seulement si la mère est porteuse de strepto B, mais il y a aussi d'autres recommandations pour d'autres cas. En particulier, s'il y a un antécédent d'enfant infecté à SGB dans la famille, ça suffit à faire une antibioprophylaxie pour tous les nouveau-nés qui suivront. Et s'il y a une rupture des membranes supérieure à 12 heures. Après, il y a d'autres cas, mais ceux-là, il faut que vous les reteniez, c'est les plus courants. Ça pourrait tomber, et ça pourrait tomber plus tard dans votre vie. C'est des choses que vous devez apprendre pour plus tard, ça. C'est une brique qu'il n'est pas inutile d'apprendre tôt pour la suite. D'accord? C'est une brique importante. Donc, quel traitement? Pénicilline ou amoxicilline en IV, en première intention. Si la maman est allergique, clindamycine en deuxième intention. Et on considère que le traitement est efficace s'il a eu lieu minimum 4 heures avant l'accouchement. Sinon, le bébé est à risque et il doit bénéficier d'une surveillance particulière. Est-ce que tu ferais une césarienne à 20% des femmes? Tu césariserais beaucoup de femmes. Homme cruel, tu sais ce que c'est une césarienne? Quand même. Voudrais-tu subir une laparotomie à un homme sur 5 de cette salle? Non, es-tu raisonnable? Avec des séquelles pas négligeables. Qu'il expose après un surrisque de césarienne la fois suivante. Tu trouves ça? Tu seras chirurgien? Ça se fait pas. Tu vois, il y a un traitement antibiotique qui confère un niveau de protection extrêmement élevé s'il est bien administré. Il n'est pas raisonnable. Il n'est pas coût efficace et il est coût numérique.
et coût médical. Une césarienne, c'est exposé à une anesthésie, c'est exposé à des complications post-opératoires. 1% d'endométrite après une césarienne, c'est un facteur de risque majeur d'infection de l'utérus et de l'endomètre après, tu vois. Donc tu ne peux pas exposer la patiente à ce risque alors que tu as un traitement antibiotique qui est raisonnable, qui est sécuritaire s'il n'y a pas d'allergie et qui est très efficace, tu vois. C'est déraisonnable pour ces raisons, au-delà de la blague. Et qui est extrêmement court, donc avec en théorie un impact sur la flore assez modéré, puisque ça encadre l'accouchement en fait, c'est tout. Et là, c'était juste donc les deux entités d'infection néonatale à streptocoque du groupe B, à Streptococcus agalactiae. Donc on a le syndrome précoce dont on a parlé, 40% des infections néonatales. C'est une infection materno-fétale. Le bébé acquiert la bactérie par sa maman, soit juste avant, soit pendant l'accouchement. Et ça survient le plus souvent dans les premières heures qui suivent la naissance. Ça se manifeste par une pneumopathie d'abord, parce que c'est un nouveau-né qui aura inhalé les sécrétions vaginales contaminées de la maman. Donc il va d'abord faire une détresse respiratoire qui peut se compliquer d'une bactériémie, qui peut se compliquer d'une méningite. À côté de ce syndrome précoce, il y a un autre syndrome qu'on appelle le syndrome tardif, qui est aujourd'hui majoritaire en France, et parce qu'en fait l'antibioprophylaxie perpartum ne suffit pas à le prévenir justement. Et donc aujourd'hui, 60% des infections néonatales à strepto B arrivent après la première semaine de vie. On ne sait pas bien d'où ça vient, probablement du tube digestif, et ça se manifeste par une bactériémie sans porte d'entrée, sans aucun point d'appel. Le bébé arrive géniard et il a juste une bactériémie qui, dans 50% des cas, est associée à une méningite. Donc c'est une pathologie grave et c'est aujourd'hui la première manifestation des infections à strepto B. Parfait. Alors, à la fin de ce diaporama, et on va le donner à vos responsables de polycopier, il y a 2 diapos de synthèse très bien faites par Asma sur qui vous résument tous les mots-clés à connaître dans le domaine des infections materno-fétales. Donc on fait un petit teasing, vous allez les récupérer. À ce stade, dans les minutes qui nous restent, on aimerait vérifier que vous avez bien compris les messages importants. Les choses se sont un peu passées à l'envers, c'est pas comme ça qu'on aime faire les cours, mais néanmoins, il y a des messages très importants à retenir sur les infections chez la femme enceinte. Alors je vous propose que dans les 5-10 minutes qu'on a avant que David arrive, on va essayer de réinsister ensemble pour être certaine que sur ces 3 pathologies extrêmement importantes, vous avez retenu tous les messages clés. Est-ce que ça vous va comme principe? Oui? Très bien. Alors, reprenons les pyélonéphrite. Brûlure mictionnelle et 38, c'est quoi comme diagnostic? Pyélonéphrite, d'accord. Ensuite, quels sont les 3 germes les plus fréquents dans les pyélonéphrites? Coli, Proteus, Klebsiella. Comme ça, Coli, Proteus, Klebsiella. Aussi facilement que ça. Coli, Proteus, Klebsiella, on est d'accord? Quel est le risque d'une bactériurie asymptomatique non traitée? La pyélonéphrite, dans les 3 semaines. Quel est le risque de la pyélo pour le nouveau-né? C'est lui tous les mois, super! Si vous faites du truc spontané, on vous aime. Hein. Superbe. Alors, Asma vous demande, c'est quoi le risque de la pyélonéphrite pour la grossesse et le bébé? Superbe! Prématurité. Ok, ensuite, traitement... Mort fétale in utero. Et mort fétale in utero. Quel est le traitement probabiliste d'une pyélonéphrite avec sepsis chez une femme enceinte? C3G avec sepsis? Amikacine, très bien. Il faut rajouter un aminoside parce qu'il y a le sepsis. Citez-nous 2 antibiotiques contre-indiqués chez la femme enceinte. Pardon? Tétracycline, ça fait quoi? Les dents jaunes, superbe. Et puis le chloramphénicol, j'ai entendu, c'est très bien. Ok. Alors maintenant, sur la listériose, citez-nous 4 tableaux cliniques associés à la bactérie Listeria. Pardon? Gastroentérite. Gastroentérite, oui. Ensuite, bactériémie. Ensuite, méningoencéphalite. Ensuite, méningoencéphalite. Ensuite, et l'infection materno-fétale. Très bien. Magnifique. Citez-nous 2 germes qui sont naturellement résistants à toutes les céphalosporines. Listeria et entérocoque. Oui. Les 2 molécules indiquées pour traiter les méningoencéphalites à Listeria. Les 2 antibiotiques indiqués pour traiter les méningoencéphalites à Listeria. Amoxicilline. Alors, amoxicilline, Janta en combinaison. Si vous ne pouvez pas mettre d'amoxicilline, qu'est-ce que vous mettez?
Cotrimoxazole. Cotrimoxazole. Ok, le cotrimoxazole est interdit à quel terme de la grossesse? T1. Pourquoi? C'est tératogène. Le trimétoprime est tératogène. C'est facile, T1, trimétoprime. T1, trimétoprime, tératogène. Sur le T, encore supplémentaire, tube neural. Avant 9 semaines. C'est à chier. Oui, non, c'est pas un très bon moyen. Coupe le son qu'on puisse dire. Allez, on a presque fini. Montrez à David que vous êtes heureux. Alors, c'est quoi les agents les bactéries impliquées dans les chorioamniotites? Strepto B, Listeria et Escherichia coli. Très bien. Et qu'est-ce qu'on doit faire entre 34 et 38 semaines d'aménorrhée à toutes les femmes enceintes? Un PV qui doit chercher quelle bactérie? Strepto B. Et si c'est porteur, qu'est-ce qu'on doit faire à l'accouchement? Une antibioprophylaxie qui repose sur quelle famille de molécules en premier? Amoxicilline ou pénicilline. Très bien. Et quel est le danger d'une chorioamniotite pour le bébé? La mort fœtale ou l'infection materno-fœtale précoce. Magnifique. Super. On a réussi. Merci d'être resté dans les conditions techniques difficiles, surtout. C'est sûrement la patte du contrôle continu, mais merci quand même. Non.